Le mariage est annulé. Je ne t'aime plus. Julien a dit cela assez fort pour que tout le restaurant l'entende. La foule du déjeuner du samedi dans ce bistrot italien de Lyon est devenue complètement silencieuse. Je pouvais sentir 30 paires d'yeux se tourner vers notre table près de la fenêtre, celle-là même qu'il avait spécifiquement demandé à notre arrivée. Je suis resté assise un instant, ma fourchette toujours suspendue au-dessus de mon assiette d'escalope de poulet au parmesan. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée après une explosion. Ses amis à la table voisine, ceux qu'il avait insisté pour inviter à ce qu'il appelait un déjeuner décontracté du week-end, observaient la scène avec une anticipation à peine dissimulée. Je m'appelle Manon et j'ai 27 ans. À ce moment-là, assise en face de l'homme avec qui j'avais passé 4 ans de ma vie, quelque chose en moi a doucement changé. C'était comme un verrou qui s'enclenche plutôt que quelque chose qui se brise. J'ai posé ma fourchette délicatement. Julien me regardait avec une expression que j'avais déjà vue auparavant, mais que je n'avais jamais pleinement reconnue jusqu'à cet instant, un mélange de satisfaction et d'anticipation, comme un enfant attendant de voir ce qui se passe quand on arrache les ailes d'un papillon. « Merci d'être honnête », ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. Ses sourcils se sont légèrement soulevés. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. J'ai porté la main à ma main gauche et j'ai lentement retiré la bague de fiançailles, celle avec laquelle il m'avait demandé en mariage lors du dîner d'anniversaire de ses parents 2 ans plus tôt, en s'assurant que tout le monde regardait à ce moment-là aussi. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste. « Tu sais quoi ?» ai-je continué, sentant un calme étrange m'envahir. « Je crois que je vais organiser une fête de l'échappée belle. » L'un de ses amis a pouffé de rire, puis quelques autres ont gloussé. Le sourire en coin de Julien s'est accentué. Il appréciait la situation. J'ai réalisé qu'il avait chorégraphié ce moment, choisi ce décor, invité ses témoins, tout cela pour pouvoir me regarder m'effondrer en public. Mais je ne me suis pas effondré. Une fête de l'échappée belle, ai-je répété, plus pour moi-même que pour quelqu'un d'autre. Oui, je pense que c'est exactement ce qu'il faut. Les rires à la table de ses amis se sont tus quand ils ont remarqué que je ne pleurais pas. Je n'élevais pas la voix. Je ne faisais pas de scène comme Julien l'avait clairement anticipé. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée lente et délibérée. « Manon », a dit Julien, sa voix portant maintenant une pointe d'agacement. « Tu as entendu ce que j'ai dit ? » ?»« Je t'ai parfaitement entendu, » ai-je répondu. « Tu ne m'aimes plus. Le mariage est annulé. Je crois t'avoir déjà remercié pour ton honnêteté. » Sa mâchoire s'est crispée. Cela ne se passait pas selon son plan. J'ai sorti mon portefeuille de mon sac et j'ai posé assez d'euros sur la table pour couvrir ma part du repas, plus un pourboire généreux pour la serveuse, qui aurait probablement une histoire intéressante à raconter après son service. Je dois dire, Julien, tu as choisi un sacré décor pour cette annonce, ai-je dit en me levant et en rassemblant mes affaires. Un restaurant bondé un samedi après-midi. Tes amis commodément présents pour être témoins de tout. Très théâtral. Son visage a légèrement rougi. Je pensais que tu méritais la vérité. Et je l'ai eue, ai-je dit simplement. Plus de vérité que tu n'avais probablement l'intention de m'en donner. J'ai regardé ses amis Thomas, Lucas et Hugo qui échangeaient maintenant des regards mal à l'aise. L'amusement avait disparu de leur visage, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la confusion. Messieurs, ai-je dit en hochant la tête vers eux. Merci d'être ici aujourd'hui. Votre présence a été éclairante. En me dirigeant vers la sortie, je pouvais sentir le poids de chaque regard dans ce restaurant. Mais au lieu de la honte ou de l'humiliation, je ressentais tout autre chose. De la clarté. 4 ans. J'avais donné 4 ans de ma vie à Julien. Et en un moment soigneusement orchestré, il m'avait montré exactement qui il était. Pas accidentellement, pas sous le coup de l'émotion, mais délibérément. Il avait planifié cette exécution publique de notre relation comme un homme planifie une fête. L'air automnal du dehors a frappé mon visage et j'ai pris une grande inspiration. Mes mains ne tremblaient pas. Mes yeux étaient secs. J'ai marché jusqu'à ma voiture sur le parking d'un pas mesuré, j'ai déverrouillé la portière et je me suis assise au volant. Ce n'est qu'à ce moment-là, dans l'intimité de mon propre véhicule, que je me suis autorisé à ressentir tout le poids de ce qui venait de se passer. Mais ce n'était pas la dévastation qui m'envahissait. C'était la reconnaissance. Je venais de voir Julien révéler sa vraie nature, et la personne qui l'avait révélée était quelqu'un que je ne voulais pas épouser. Cette réalisation était presque libératrice. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma meilleure amie, Sophie.
Comment s'est passé le déjeuner? J'ai fixé le message un instant avant de répondre. Le mariage est annulé. J'expliquerai plus tard. Mais je vais bien. En fait, je crois que je vais mieux que bien. Sa réponse est arrivée immédiatement. Quoi? Je viens ce soir. J'ai posé le téléphone et j'ai démarré la voiture. En sortant du parking, j'ai jeté un dernier coup d'œil au restaurant. À travers la fenêtre, je pouvais voir Julien toujours à notre table. Ses amis étaient maintenant rassemblés autour de lui. Il leur disait probablement que j'étais sous le choc, que je n'avais pas encore pleinement assimilé ce qui s'était passé. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. Ils venaient de me donner la clé d'une porte dont je n'avais même pas réalisé qu'elle était verrouillée. Le trajet du retour m'a donné le temps de réfléchir, et je pensais à tous ces moments que j'avais choisi de ne pas voir clairement au cours des 4 dernières années. J'avais rencontré Julien quand j'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'université et travaillant à mon premier emploi en tant qu'assistante coordinatrice d'événements dans un centre de conférences au centre-ville de Lyon. Il avait 25 ans à l'époque, associé marketing dans une entreprise de distribution pharmaceutique. Confiant et charmant, de cette manière qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce quand il se concentrait sur vous. Notre premier rendez-vous avait eu lieu dans un café sur les quais de Saône. Il avait écouté attentivement pendant que je parlais de mes rêves de lancer un jour ma propre entreprise d'organisation d'événements. Il avait hoché la tête au bon moment, posé les bonnes questions. Avec le recul, je réalisais qu'il récoltait des informations plutôt que de tisser un véritable lien. À la fin de notre première année ensemble, j'avais commencé à ajuster ma vie en fonction de ses préférences. Il n'aimait pas mes amis de fac, alors je les voyais moins. Il trouvait que mon appartement était trop loin de son bureau, alors j'ai déménagé pour un endroit plus proche de son côté de la ville. Il disait que mon rêve de lancer une entreprise était risqué et que je devrais me concentrer sur l'ascension des échelons dans mon emploi actuel. J'ai donc mis mes projets d'entrepreneuriat en pause. Je me disais que c'était des compromis. C'est ça les relations, non? Donner et recevoir. Mais le don avait été presque entièrement le mien. Quand je défendais Julien auprès de mes amis et de ma famille, je me surprenais à inventer des excuses que j'avais entendu d'autres femmes faire pour des partenaires qui ne les méritaient pas, il est juste stressé par le travail. Il ne le pensait pas comme ça. Vous ne le connaissez pas comme moi. Ma mère m'avait prise à part à Noël l'année dernière, les yeux pleins d'inquiétude. Manon, chérie, est-ce que Julien te rend heureuse? Vraiment heureuse. J'avais balayé sa question d'un sourire répété. Bien sûr, maman, nous allons nous marier. Mais, heureuse, n'était pas le mot que j'aurais utilisé si j'avais été honnête avec moi-même. Confortable, peut-être. Établi. Investi. J'avais mis tellement de moi-même dans cette relation que l'idée qu'elle ne fonctionne pas ressemblait à l'aveu de 4 années d'échec. Les fiançailles étaient arrivées 18 mois après le début de notre relation. Julien m'avait demandé en mariage lors de la fête du 40e anniversaire de mariage de ses parents, mettant un genou à terre devant toute leur famille élargie et leur cercle social. J'avais dit oui avec 200 personnes nous regardant, leur téléphone enregistrant le moment. Que pouvais-je dire d'autre? C'est là que j'aurais dû reconnaître le schéma. Julien aimait avoir un public. Il aimait être le centre de l'attention. Il aimait les moments qui le mettaient en valeur devant les autres. La demande n'était pas vraiment à propos de nous. C'était une performance. L'organisation du mariage avait été une autre série de compromis qui n'allaient que dans un seul sens. Je voulais une petite cérémonie avec la famille proche et les amis. Julien voulait un grand événement avec 300 invités, dont la plupart que je n'avais jamais rencontrés. Je voulais un lieu simple qui reflétait nos personnalités. Julien voulait la salle de bal de l'hôtel le plus cher de la ville parce que c'était là que ses contacts professionnels s'attendaient à ce que les gens de son statut fassent la fête. Chaque fois que je résistais, il avait une façon de me faire sentir déraisonnable. Ce n'est pas juste à propos de toi, Manon. C'est à propos de notre avenir. Les gens à ce mariage sont des gens dont nous avons besoin pour nos carrières. Nos carrières. Il voulait dire sa carrière. Mon travail de coordinatrice d'événements ne nécessitait pas d'impressionner des cadres pharmaceutiques et leurs épouses. Mais j'avais cédé encore et encore parce que, quelque part en chemin, j'avais cessé de faire confiance à mon propre jugement. Julien avait le talent de faire passer ses préférences pour des nécessités logiques tandis que mes désirs semblaient être des caprices émotionnels. Je me suis garé dans l'allée de ma résidence et je suis resté assise dans la voiture quelques minutes de plus, pensant à toutes les façons subtiles dont il avait aimé avoir du pouvoir sur moi.
Il y avait la fois où il avait corrigé ma prononciation lors d'un dîner, faisant passer cela pour une blague, mais s'assurant que tout le monde sache que j'avais fait une erreur. Il y avait la façon dont il me complimentait en public, mais me critiquait en privé. Mes vêtements, mes cheveux, ma façon de raconter des histoires. Il y avait les plans qu'il faisait sans me consulter et ensuite il jouait les blessés si j'exprimais la moindre frustration. Et il y avait l'argent. Julien gagnait plus que moi. Et il ne me laissait jamais l'oublier. Il payait pour des dîners coûteux et des vacances. Mais ces gestes venaient avec des conditions invisibles. Quand j'essayais de contribuer ou de suggérer des options plus abordables, il secouait la tête et disait « Laisse-moi gérer ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour l'argent. » Ce qu'il voulait dire, c'était « Je contrôle ça. Tu n'as pas à prendre ces décisions. » J'avais été tellement concentré à faire fonctionner la relation que je n'avais pas remarqué à quel point j'étais devenu petite à l'intérieur de celle-ci. La femme qui avait autrefois rêvé de lancer sa propre entreprise demandait maintenant la permission pour aller déjeuner avec ses propres amis. La femme qui avait autrefois eu des opinions tranchées sur tout s'en remettait maintenant au jugement de Julien sur presque chaque décision. Assise dans ma voiture, je ressentais le poids de ces 4 années différemment d'il y a juste une heure. Ce n'était pas la fin d'une histoire d'amour. C'était une voie de secours dont je n'avais pas su que j'avais besoin. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Julien. Ce n'était pas la réaction que j'attendais. Nous devrions parler. J'ai fixé le message, mon pouce en suspens au-dessus de l'écran. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait en 4 ans. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, Sophie est arrivée à mon appartement avec 2 bouteilles de vin et un regard d'une détermination farouche sur le visage. « Raconte-moi tout », a-t-elle dit en s'installant sur mon canapé. « Et je veux dire tout. N'oublie pas un seul détail. » Alors je lui ai raconté le restaurant, l'annonce, ses amis regardant comme des spectateurs à un événement sportif, comment il avait demandé cette table spécifique, comment il avait insisté pour que ses amis se joignent à nous, comment toute la chose avait semblé mise en scène dès le moment où nous avons franchi la porte. L'expression de Sophie est passée de l'inquiétude à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à une justification. « Je le savais », a-t-elle dit doucement. « Je savais que quelque chose clochait avec ce type. Tu as changé, Manon. Je suis ta meilleure amie depuis la première année de fac. Je t'ai vu changer au cours des 4 dernières années. » La femme qui avait l'habitude d'argumenter avec les professeurs et de rester éveillée toute la nuit à travailler sur son plan d'affaires a commencé à demander la permission pour prendre un café avec moi. Tu sais combien de fois j'ai voulu dire quelque chose? J'ai senti une bouffée de gêne. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que tu n'étais pas prête à l'entendre, a-t-elle dit doucement. Et parce que je savais que si j'insistais trop, il utiliserait ça pour t'isoler davantage. J'attendais que tu le voies toi-même. Ces mots se sont posés sur moi comme une couverture lestée. Elle avait observé, attendu, protégeant notre amitié en ne forçant pas une confrontation contre laquelle je me serais défendu. La chose qui me dérange le plus, ai-je dit lentement, c'est qu'il a planifié ça. Ce n'était pas impulsif. Il a choisi un cadre public. Il a invité des témoins. Il voulait m'humilier devant des gens. Sophie a hoché la tête. Il voulait te briser. Il voulait que tout le monde te voie t'effondrer pour qu'il puisse passer pour celui qui a le contrôle. Mais je ne me suis pas effondré. Non, a-t-elle dit avec un petit sourire. Tu ne l'as pas fait. Et je parie que ça le rend absolument fou en ce moment. Comme sur commande, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Julien. Je pense que tu es sous le choc. Ce n'est pas ton genre. Appelle-moi quand tu seras prête à avoir une vraie conversation. Qu'est-ce qu'il veut, a demandé Sophie. Il pense que je suis sous le choc. Il est confus que je ne le supplie pas de reconsidérer sa décision. Sophie a ri. Mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Bien sûr qu'il l'est. Les hommes comme Julien attendent une certaine réaction. Ils attendent des larmes, du désespoir, des marchandages. Quand ils ne l'obtiennent pas, ils ne savent pas quoi faire. J'ai posé mon téléphone face contre table sur la table basse. Ses amis riaient au début. Quand j'ai enlevé la bague et dit que j'allais organiser une fête de l'échappée belle, ils ont pensé que c'était hilarant, comme si j'étais une femme délirante qui ne comprenait pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui les a fait arrêter de rire? J'y ai réfléchi un instant. Je pense que c'était quand je ne me suis pas effondré.
Quand je l'ai remercié d'être honnête et que je suis sorti la tête haute, il ne savait pas comment réagir à ça. Sophie nous a versé à chacune un verre de vin et m'en a tendu un. Alors, cette fête de l'échappée belle, est-ce que tu vas vraiment le faire? L'idée m'était venue spontanément au restaurant. Une diversion née d'un instinct que je ne comprenais pas totalement à ce moment-là. Mais plus j'y pensais, plus cela avait du sens. Tu sais quoi? Je crois que oui, ai-je dit. Mais pas pour les raisons qu'il pense probablement. Pas pour me moquer de lui ou créer un drame. Je veux me réapproprier le récit avant qu'il ne puisse le réécrire. Qu'est-ce que tu veux dire? Julien va raconter aux gens sa version de ce qui s'est passé. Il va se peindre en héros qui a dû mettre fin aux choses avec une femme qui n'était pas faite pour lui. Il va me faire passer pour pathétique ou folle, ou les deux. Mais si j'organise une fête pour célébrer mon échappée belle, si je présente cela comme une chose positive qui m'est arrivée plutôt que comme quelque chose qu'on m'a fait subir, je lui enlève ce pouvoir. Les yeux de Sophie se sont illuminés. C'est brillant. Tu n'es pas la fiancée et conduite qui pleure dans son oreiller. Tu es la femme qui a esquivé une balle et qui célèbre sa liberté. Exactement. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, et à chaque heure qui passait, plus de pièces du puzzle se mettaient en place. Sophie m'a aidé à voir des choses dont j'avais été trop proche pour les remarquer. La façon dont les compliments de Julien avaient toujours des conditions. La façon dont ses gestes de gentillesse venaient avec des attentes de gratitude. La façon dont il m'avait systématiquement séparé des gens qui auraient pu contester son influence. Il y a autre chose, ai-je dit alors que la soirée s'avançait. Quelque chose à propos de la façon dont ses amis étaient placés dans ce restaurant. Thomas filmait avec son téléphone. Je l'ai vu quand je me suis levé pour partir. L'expression de Sophie s'est durcie. Il voulait une vidéo. Il voulait des images de toi en train de craquer. La réalisation m'a frappé comme de l'eau glacée. Ce n'était pas juste une rupture publique. C'était une production. Julien avait voulu une documentation de mon humiliation, quelque chose qu'il pourrait partager, quelque chose qui cimenterait le récit qu'il essayait de créer. C'est pour ça qu'il avait l'air si confus quand je n'ai pas pleuré. J'ai dit qu'il s'attendait à une réaction spécifique, quelque chose qui ferait du bon contenu. Du contenu pourquoi? Je n'avais pas encore de réponse, mais je savais qu'il y avait plus à découvrir. Julien avait planifié cela trop soigneusement pour que ce ne soit que la fin de notre relation. Il y avait autre chose en cours, une motivation plus profonde que je n'avais pas encore découverte. Je dois découvrir pourquoi, ai-je dit doucement. Pas pour pouvoir changer quoi que ce soit à ce qui s'est passé, mais pour comprendre à quoi j'avais vraiment affaire. Sophie m'a serré la main. Quoi que tu trouves, je suis là. Et pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. La femme que j'ai vue aujourd'hui dans ce restaurant, c'est la femme que j'attendais de revoir depuis 4 ans. Je l'ai regardée, cette amie qui était restée à mes côtés même quand je n'avais pas été capable de me défendre moi-même, et j'ai senti le premier vrai frémissement de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Demain, je commencerai à creuser. Ce soir, je me reposerai. Les jours suivants ont été remplis de messages de Julien qui devenaient de plus en plus confus puis agités. Dimanche matin, Manon, ce silence est immature. Appelle-moi. Dimanche soir, je n'ai pas fait ça pour te blesser. Nous devons parler comme des adultes. Lundi, les gens me demandent ce qui s'est passé. Tu dois m'aider à expliquer ça correctement. Mardi, j'ai entendu dire que tu disais aux gens que tu organisais une fête. C'est quoi cette histoire? Essaies-tu de m'embarrasser? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pour la première fois en 4 ans, je n'organisais pas mes actions autour du confort ou des attentes de Julien. Le silence semblait puissant d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pendant ce temps, j'ai commencé le travail pratique de démêler notre vie commune. Le mariage avait été prévu pour le mois d'avril suivant, dans 6 mois. Nous avions versé des acomptes pour un lieu, un traiteur, un photographe, un fleuriste tout à mon nom parce que Julien avait insisté sur le fait que cela simplifiait la paperasse, bien que je soupçonne maintenant que c'était parce qu'il ne voulait pas que son nom soit attaché si les choses tournaient mal. J'ai appelé le lieu en premier. La coordinatrice, une femme nommée Patricia, avec qui j'avais travaillé plusieurs fois au cours de ma carrière, a été compatissante quand j'ai expliqué la situation. L'acompte est non remboursable, a-t-elle dit en s'excusant. Mais vu les circonstances, je peux vous offrir un crédit pour tout futur événement que vous voudriez organiser. En fait, ai-je dit, une idée prenant forme.
Je pourrais vouloir utiliser cet espace plus tôt que prévu. Est-ce que le mois prochain conviendrait? Patricia semblait surprise mais intriguée. Quel genre d'événement prévoyez-vous? Une célébration, ai-je dit. De nouveaux départs. Le traiteur a été tout aussi compréhensif. Le photographe a proposé de rembourser la moitié de l'acompte en geste de bonne volonté. Le fleuriste, qui était devenu un ami au fil des mois de planification, a dit qu'il fournirait avec plaisir des arrangements pour tout ce que je prévoyais ensuite, sans frais de main-d'œuvre. Chaque conversation renforçait quelque chose que j'avais commencé à réaliser pendant ces interminables séances de planification. Les gens avec qui je travaillais avaient vu quelque chose que j'avais manqué. Quand je leur ai dit que le mariage était annulé parce que mon fiancé avait mis fin aux choses, plus d'un d'entre eux a répondu par des variantes de « Je suis désolé d'entendre ça, mais honnêtement, je me demandais combien de temps ça durerait. » Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé au fleuriste, Dominique, dont la boutique était en presqu'île et qui m'avait aidé à trouver des arrangements durables. Manon, chaque fois que tu venais ici, tu étais stressé et tu t'excusais. Tu continuais à changer les choses parce qu'il voulait des fleurs différentes ou des couleurs différentes ou des quantités différentes. La plupart des mariés font des changements, mais tu avais l'air d'essayer de faire plaisir à quelqu'un qui ne pouvait pas être satisfait. Ce n'est pas comme ça que la planification d'un mariage devrait être ressentie. Ces mots sont restés avec moi longtemps après avoir raccroché le téléphone. Dès le mercredi, j'avais une image plus claire de ce à quoi ressembleraient les semaines suivantes. La fête de l'échappée belle aurait lieu au même endroit où la réception de mariage avait été prévue, en utilisant l'acompte qui était déjà payé. La date serait 3 semaines après ce fameux samedi, assez de temps pour planifier, mais assez tôt pour que l'histoire soit encore fraîche. J'ai commencé à faire une liste d'invités, et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Julien et moi avions planifié le mariage ensemble, ce qui signifiait que j'avais accès à tous nos documents partagés, y compris la liste principale des invités. En faisant défiler les noms, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Il y avait une liste séparée, une liste que je n'avais pas créée et que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était intitulée Notifications prioritaires et contenait environ 40 noms. Les amis de Julien, ses collègues, certains membres de la famille que je connaissais à peine. À côté de chaque nom se trouvait une note, mise à jour mariage. Envoyée immédiatement. J'ai cliqué sur l'historique du document et j'ai senti mon estomac se nouer. Julien avait créé cette liste 2 semaines avant ce déjeuner du samedi. 2 semaines avant qu'il ne mette fin aux choses. Il planifiait son annonce depuis au moins 14 jours. La liste séparée suggérait qu'il avait préparé un message spécifique pour ces personnes, quelque chose qu'il voulait qu'elles reçoivent immédiatement après la rupture. J'ai creusé plus profondément dans nos fichiers partagés et j'ai trouvé un brouillon du message qu'il avait prévu d'envoyer. Comme certains d'entre vous en ont été témoins aujourd'hui, j'ai pris la décision difficile de mettre fin à mes fiançailles avec Manon. Ce n'était pas facile, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'engager dans un avenir avec quelqu'un qui n'était pas aligné avec mes valeurs et mes objectifs. J'apprécie votre soutien pendant cette période et j'espère que vous respecterez mon besoin d'intimité alors que j'avance. Le message le peignait comme réfléchi et décisif. Il me faisait passer pour le problème. Quelqu'un avec des valeurs et objectifs non alignés. C'était de la manipulation, soigneusement conçue pour contrôler la façon dont les gens percevraient la rupture. Mais il y avait plus. Dans son dossier d'envoi, j'ai trouvé des messages à ses amis datant de ce matin-là avant même notre arrivée au restaurant. C'est le grand jour. Rendez-vous au bistrot à 12h30. Je veux que vous soyez là pour témoigner. Ça va être bon. Et la réponse de Thomas, enfin. J'attendais ça. Je vais tout enregistrer. Ils l'avaient planifié ensemble. Ses amis n'étaient pas des spectateurs innocents qui se trouvaient là par hasard. Ils étaient co-conspirateurs dans une humiliation publique délibérée. Mes mains tremblaient alors que je continuais à lire. Un autre message. Celui-ci à quelqu'un nommé Audrey, envoyé la veille au soir. Demain, je mets fin aux choses avec Manon. Je sais que tu as été patiente. J'ai hâte d'être libre et de commencer notre nouveau chapitre. Audrey. Je ne connaissais pas de Audrey, mais apparemment Julien si. Apparemment, Julien la connaissait assez bien pour avoir communiqué sur un avenir ensemble alors qu'il était encore fiancé avec moi. Je me suis reculé de mon ordinateur, absorbant ce que j'avais découvert. Ce n'était pas juste une rupture qu'il avait planifiée. C'était une campagne coordonnée. Il avait une remplaçante prête, un public assemblé,
un récit préparé et un désir de preuve documentée de mon effondrement. La seule chose qu'il n'avait pas prévue était que je refuse de m'effondrer. Mon téléphone a vibré avec encore un autre message de sa part. Je ne comprends pas pourquoi tu m'ignores. Ce n'est pas un comportement sain. Pour la première fois depuis samedi, j'ai tapé une réponse. Je ne t'ignore pas. Je ne suis juste plus intéressé par des conversations qui servent tes besoins au détriment des miens. Je pense que nous avons fini de communiquer. Sa réponse est arrivée presque instantanément. C'est froid. J'attendais mieux de ta part. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné au document que j'avais trouvé. Il y avait plus à découvrir, et j'allais tout trouver. Plus j'enquêtais, plus l'image devenait claire. Julien planifiait sa sortie de notre relation depuis des mois, pas des semaines. Les preuves étaient éparpillées dans nos documents et comptes partagés, des miettes de pain qui racontaient une histoire que j'avais été trop confiante pour voir. Audrey n'était pas un développement récent. Grâce à un examen minutieux des relevés téléphoniques que nous partagions pour notre forfait famille, j'ai découvert qu'il communiquait depuis le début de l'été, 5 mois avant l'annonce publique de Julien. Les appels avaient commencé courts et peu fréquents, puis étaient devenus plus longs et plus réguliers au fil des mois. Je n'avais pas accès au contenu de leurs messages, mais je n'en avais pas besoin. Le schéma était assez clair. Julien cultivait une nouvelle relation tout en étant encore fiancé avec moi, et la rupture publique n'était pas une fin. C'était une transition. Mais comprendre la liaison n'était qu'une partie du puzzle. Ce que je ne comprenais toujours pas, c'était pourquoi il avait choisi un cadre aussi public pour mettre fin aux choses. S'il voulait me quitter pour quelqu'un d'autre, il aurait pu le faire en privé. La nature théâtrale de la rupture suggérait quelque chose de plus délibéré. La réponse est venue d'une source inattendue. Sophie m'a appelé jeudi soir, sa voix tendue par une colère contenue. Je viens d'entendre quelque chose que tu dois savoir. Une de mes collègues est amie avec la petite amie de Thomas, et apparemment il y a eu beaucoup de discussions dans leur cercle sur ce qui s'est passé samedi. Que disent-ils? Selon cette femme, Julien disait à ses amis depuis des mois que tu étais émotionnellement instable. Il disait que tu étais collante, contrôlante, que tu piquais des crises quand tu n'obtenais pas ce que tu voulais. Il leur a dit qu'il avait peur de ce que tu pourrais faire si tu essayais de mettre fin aux choses en privé. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Je sais, a dit Sophie fermement. Mais c'est l'histoire qui l'a construite. La rupture publique n'était pas juste pour le spectacle. Elle a été conçue pour créer des témoins. Il voulait que les gens te voient réagir pour qu'ils puissent pointer cela comme preuve de ton instabilité. Mais je n'ai pas réagi comme il l'attendait. Exactement. Et c'est pour ça qu'il panique maintenant. Tout son plan dépendait du fait que tu fasses une crise de nerfs devant tout le monde. Quand tu ne l'as pas fait, son histoire a cessé d'avoir du sens. Je me suis souvenu de Thomas avec son téléphone filmant toute la rencontre. Il voulait une preuve vidéo. Une preuve vidéo qu'il avait raison de te quitter. Une preuve vidéo que tu étais exactement aussi déséquilibré qu'il l'avait décrit. Au lieu de cela, il a des images de toi le remerciant calmement et partant avec dignité. La manipulation était plus élaborée que je ne l'avais imaginé. Julien n'avait pas simplement planifié une rupture. Il avait construit un récit entier conçu pour le faire passer pour un héros échappant à une situation difficile. Chaque élément était calculé, le cadre public, les témoins, l'enregistrement, les messages préécrits à son réseau. Et j'avais accidentellement détruit le tout en ne jouant pas mon rôle assigné. Il y a plus, a continué Sophie. La petite amie de Thomas a dit que Julien s'agite dans tous les sens cette semaine. Il appelle les gens pour essayer d'expliquer pourquoi tu n'as pas réagi comme il avait dit que tu le ferais. Il leur dit que tu es sous le choc, que l'effondrement arrive, que les gens doivent juste attendre. Il a besoin que je m'effondre. Il a besoin que tu lui donnes raison maintenant. Tu le fais passer pour un menteur. Après avoir raccroché avec Sophie, je me suis assise dans le calme de mon appartement et j'ai pensé à toutes les fois au cours des 4 dernières années où Julien m'avait dit ce que les autres pensaient soi-disant de moi. Mes amis pensent que tu es trop intense. Ma mère pense que tu n'es pas assez ambitieuse. Mon collègue a dit que tu semblais distante aux soirées. J'avais absorbé ces commentaires, ajusté mon comportement, essayé de régler des problèmes qui n'existaient peut-être pas. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que Julien pouvait être celui qui créait ces perceptions, empoisonnant les opinions, construisant un dossier contre moi brique par brique. L'ampleur de sa tromperie était stupéfiante.
Ce n'était pas une relation qui avait simplement échoué. C'était une relation où une personne avait systématiquement manipulé l'autre tout en préparant une stratégie de sortie conçue pour détruire sa réputation. Mais voici la chose sur laquelle Julien n'avait pas compté, j'avais toujours accès à tout. Nos documents partagés, nos comptes partagés, notre historique de communication partagé. Dans son arrogance, il n'avait jamais pensé à me bloquer l'accès. Il avait supposé que je serais trop dévasté pour faire quoi que ce soit de pratique, trop consumé par le chagrin pour examiner les preuves qu'il avait laissées derrière lui. Il m'avait sous-estimé. Peut-être qu'il me sous-estimait depuis 4 ans. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à organiser tout ce que j'avais trouvé. La chronologie de sa liaison, les messages à ses amis planifiant la rupture publique. Le brouillon de l'annonce conçu pour contrôler le récit. Le relevé téléphonique montrant des mois de communication avec Audrey. Je n'allais pas exposer tout cela publiquement. Cela me ferait passer pour vindicative, lui donnerait des munitions pour continuer son récit d'instabilité. Au lieu de cela, j'allais faire quelque chose de plus subtil et de plus puissant. J'allais laisser la vérité parler d'elle-même. La fête de l'échappée belle n'allait pas du tout être à propos de Julien. Elle allait être à propos de moi, de ma liberté, de mon avenir, de mon droit à définir ma propre histoire. Mais si certaines informations venaient à être révélées dans le processus, eh bien, ce ne serait que la vérité trouvant son chemin vers la lumière. J'ai commencé à rédiger l'invitation. Elle ne mentionnerait pas Julien par son nom. Elle ne ferait pas référence à la rupture directement. Elle inviterait simplement les gens à célébrer un nouveau chapitre de ma vie, à marquer la fermeture d'une porte et l'ouverture d'une autre. La liste des invités inclurait mes vrais amis, ma famille, mes collègues de travail, mais elle inclurait aussi certaines des personnes que Julien avait cultivées comme témoins de mon supposé effondrement. Qu'il me voit épanoui. Qu'il compare la femme qu'il a décrite avec la femme qui se tient devant eux. Et si l'un d'eux demandait ce qui s'était passé, je leur dirais la vérité. Pas une version exagérée, pas une diatribe vengeresse, juste les simples faits documentés de ce que Julien avait planifié et pourquoi. La vérité, j'ai réalisé, était mon arme la plus puissante. Je n'avais pas besoin d'embellir ou de dramatiser. Julien avait fait tous les dégâts lui-même. J'avais juste besoin de laisser les gens le voir clairement. Les 2 semaines suivantes furent une vague d'activité qui garda mon esprit concentré sur des questions pratiques plutôt que sur une spirale émotionnelle. Je me suis jeté dans l'organisation de la fête avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. La formation de coordinatrice d'événements que j'avais reçue au début de ma carrière s'est avérée inestimable alors que je transformais la compte du lieu de mariage en quelque chose d'entièrement différent. Au lieu de nappes blanches et de centres de table floraux conçus pour une réception traditionnelle, j'ai opté pour des couleurs audacieuses et des décorations éclectiques qui reflétaient mes vrais goûts. Les goûts que j'avais supprimés pendant des années pour correspondre aux préférences plus conservatrices de Julien. La liste des invités s'est allongée à mesure que la nouvelle se répandait dans mon véritable réseau d'amis. Des gens avec qui j'avais perdu contact pendant ma relation avec Julien ont commencé à me contacter, ayant entendu par des connaissances communes que quelque chose avait changé dans ma vie. Ma colocataire de fac, Élodie, a appelé de Londres. Manon, je viens d'entendre que tu as annulé le mariage. Est-ce que ça va? Je ne l'ai pas annulé, ai-je corrigé doucement. Julien a mis fin aux choses au milieu d'un restaurant devant des témoins. Il y eut une pause. Il a fait quoi? C'est en fait très bien, ai-je dit, et j'ai été surprise de réaliser que je le pensais. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver, même s'il ne l'entendait pas de cette façon. Élodie est restée silencieuse un instant. Je vais être honnête avec toi. Je redoutais ce mariage. Chaque fois que je te parlais ces dernières années, tu semblais plus petite d'une certaine manière, moins toi-même. Je continuais à espérer que tu te réveilles et que tu vois ce qui se passait. Ces mots faisaient écho à ce que Sophie avait dit, à ce que Dominique le fleuriste avait sous-entendu, à ce que le photographe et le traiteur avaient suggéré. Combien de personnes m'avaient regardé rétrécir sans rien dire? Pourquoi personne ne me l'a dit? Ai-je demandé, non pas comme une accusation, mais juste par curiosité. Parce que tu l'aurais défendu, a dit Élodie simplement. Tu aurais trouvé des explications pour tout ce que nous aurions dit et tu te serais éloigné de nous à la place. Nous attendions tous que tu sois prête. Prête? Ce mot revenait sans cesse. Je n'avais pas été prête jusqu'à ce que Julien lui-même me montre qui il était vraiment dans un cadre si public et si calculé que même mon instinct conditionné à lui trouver des excuses n'avait pas pu y survivre.
Le design de l'invitation s'est concrétisé rapidement. Il présentait une image simple d'une porte ouverte avec de la lumière qui passait à travers et le texte disait « Vous êtes invité à célébrer un nouveau départ avec Manon. Veuillez vous joindre à moi alors que j'entre dans le prochain chapitre de ma vie. » Pas de mention de Julien. Pas de référence à des mariages annulés ou à des fiançailles rompues, juste un mouvement vers l'avant. Mais sous la célébration, je préparais aussi tranquillement autre chose. J'avais beaucoup réfléchi aux personnes qui seraient à cette fête. Mes vrais amis viendraient me soutenir. Mais je savais que la nouvelle atteindrait aussi le cercle de Julien. Certains d'entre eux seraient curieux, d'autres méfiants. Quelques-uns pourraient même lui rapporter ce qu'ils auraient vu. Je voulais qu'il voie une version spécifique de moi, pas brisée, pas amère, mais véritablement épanouie. Je voulais qu'il voie le décalage entre les descriptions de Julien d'une Manon instable et collante et la femme confiante et calme organisant sa propre célébration. Mais je voulais aussi qu'ils entendent la vérité s'ils posaient la question. J'ai préparé des points de discussion dans mon esprit, pas des réponses scriptées, mais des résumés factuels clairs de ce qui s'était passé. Si quelqu'un demandait pourquoi le mariage était annulé, j'expliquerais calmement que Julien avait mis fin à notre relation publiquement dans un restaurant, entouré d'amis qu'il avait invités spécifiquement pour être témoins de ma réaction. S'ils insistaient pour avoir des détails, je mentionnerais les messages préplanifiés, l'enregistrement, la liaison qu'il entretenait depuis des mois. Je ne donnerai pas ces informations sans qu'on me le demande. Je ne transformerai pas la fête en un exposé, mais je ne me cacherai pas non plus de la vérité. Si les gens voulaient savoir ce qui s'était vraiment passé, je le leur dirais. La coordinatrice du lieu m'a aidé à finaliser les arrangements. La date était fixée au 3e samedi d'octobre, exactement 3 semaines après l'annonce publique de Julien. La liste des invités atteignait 70 personnes, un mélange d'amis, de familles et de collègues qui m'avaient vu me perdre au cours des 4 dernières années. Ma mère est arrivée de Nice 2 jours avant la fête. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a éclaté en sanglots. « Maman », ai-je dit en la serrant dans mes bras. « Je vais bien. Vraiment. »« Je sais », a-t-elle dit en essuyant ses yeux. « C'est pour ça que je pleure. J'étais tellement inquiète pour toi, et maintenant je peux enfin revoir ma fille. » Elle m'a aidé avec les derniers préparatifs, et nous avons parlé plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Elle m'a parlé des inquiétudes qu'elle avait nourries, de la conversation qu'elle et mon père avaient eue sur l'opportunité d'intervenir, de la décision douloureuse d'attendre et de me laisser trouver ma propre sortie. J'ai prié pour quelque chose comme ça, a-t-elle admis. Pas la partie humiliation, mais la clarté. Je voulais que tu le vois pour qui il était vraiment. Eh bien, ai-je dit, il me l'a certainement montré. La nuit précédant la fête, j'ai reçu un dernier message de Julien. Il était plus long que les autres, plus désespéré dans le ton. Manon, j'entends des choses à propos de cette fête que tu organises. Les gens parlent. Je pense que tu fais une erreur. Quoi que tu prévois de dire sur moi, souviens-toi s'il te plaît que j'ai ma propre version de l'histoire. J'ai été patient, mais si tu essaies de me faire passer pour le méchant, je devrais répondre. Réfléchis bien à ce que tu fais. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Il avait peur. Il pouvait sentir le récit lui échapper, et il ne savait pas comment le récupérer. Pendant des mois, il avait construit une histoire sur une Manon instable et dramatique. Mais la femme que les gens voyaient maintenant ne correspondait pas à cette description. Je suis allé me coucher ce soir-là avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'anticipation. Pas de la crainte, pas de l'anxiété, pas le courant sous-jacent constant d'essayer de prédire les réactions de quelqu'un d'autre et de s'ajuster en conséquence, juste une simple anticipation pour ce qui allait arriver. Demain, je me tiendrai devant les gens qui comptaient pour moi et je célébrerai la fin de quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. Demain, je laisserai la vérité faire son propre travail pendant que je me concentrerai sur le fait d'avancer. Julien avait planifié ma chute avec un soin méticuleux. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était mon ascension. Les invitations ont été envoyées un mardi et dès le jeudi, les appels téléphoniques ont commencé. Les gens qui avaient été à ce déjeuner du samedi contactaient des connaissances communes pour essayer de comprendre ce qui se passait. L'invitation elle-même était inoffensive, juste une célébration de nouveau départ, mais combinée aux rumeurs qui circulaient, elle soulevait des questions. La petite amie de Thomas a envoyé un texto à une amie qui a envoyé un texto à Sophie pour savoir ce que je prévoyais exactement. La femme de Hugo a appelé ma collègue, cherchant des informations sur mon état d'esprit. Même des gens que je connaissais à peine étaient soudainement intéressés à venir,
curieux d'être témoin de tout ce qui allait se passer. Julien, pendant ce temps, s'agitait. J'ai entendu par de multiples sources qu'il appelait des gens toute la semaine, essayant de prendre les devants sur l'histoire qu'il pensait que j'allais raconter. Il présentait la fête comme une preuve de mon instabilité, qui organise une célébration 3 semaines après avoir été publiquement largué. Il insistait sur le fait que je faisais une sorte de dépression, que c'était un appel à l'attention, que les gens ne devraient pas encourager mon comportement en venant. Mais ces avertissements ont eu l'effet inverse. Chaque personne qui l'appelait devenait plus curieuse de savoir ce qui se passait réellement. Et quand il comparait ses explications frénétiques avec la femme calme et confiante qui était sortie de ce restaurant, le compte n'y était pas. La veille de la fête, j'ai reçu un appel de quelqu'un d'inattendu. La jeune sœur de Julien, Alice. Manon, a-t-elle dit avec hésitation. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé et j'ai entendu parler de cette fête. Je voulais prendre des nouvelles. Alice et moi n'avions jamais été proches. Julien m'avait tenu à distance de sa famille, je le réalisais maintenant, mais elle avait toujours été polie lors de nos interactions. J'apprécie ton appel, ai-je dit prudemment. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé entre toi et mon frère, a-t-elle continué. Il a sa version et je suis sûr que tu as la tienne, mais je voulais que tu saches que je n'ai jamais cru ce qu'il disait sur toi. Qu'est-ce qu'il disait sur moi? Il y eut une pause. Que tu étais difficile, émotionnel, qu'il avait peur de mettre fin aux choses à cause de la façon dont tu pourrais réagir. Elle prit une inspiration. Mais Manon, je t'ai observé lors des événements familiaux pendant 4 ans. Tu n'as jamais été aucune de ces choses. Tu étais accommodante au point de disparaître. Je me demandais pourquoi tu ne résistais jamais à rien. Ces mots ont touché quelque chose au fond de ma poitrine. Je ne résistais pas parce que je pensais que c'était à ça que ressemblait l'amour. Je sais, a-t-elle dit doucement. Et je suis désolé qu'aucun de nous n'ait rien dit plus tôt. Ma mère a posé des questions cette semaine et je pense qu'elle commence à voir les choses différemment aussi. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps avec cette conversation. L'appel d'Alice était la première fissure dans le mur soigneusement construit par Julien. Si sa propre sœur remettait en question son récit, combien d'autres suivraient? Le lieu de la fête était magnifique quand je suis arrivé samedi matin pour faire une dernière inspection. La salle de bal de l'hôtel avait été transformée de ce qui aurait été une réception de mariage traditionnelle en quelque chose de vibrant et personnel. Les couleurs étaient chaudes et audacieuses, orange profond, violet riche, touche d'or. Des guirlandes lumineuses sillonnaient le plafond, et les centres de table présentaient des tournesols et des fleurs sauvages au lieu des roses blanches stériles que Julien avait choisies pour le mariage. Ma mère m'a trouvé debout au milieu de la pièce, absorbant tout cela. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. « Libre, ai-je dit. Je me sens libre. » Les invités ont commencé à arriver à 19h. Sophie était là la première, suivie d'Élodie, qui avait pris l'avion depuis Londres, puis un flot continu de visages que je n'avais pas vus depuis des années. Des amis de fac avec qui j'avais perdu contact, des collègues de mon début de carrière, des cousins et tantes qui m'avaient toujours soutenu mais que j'avais tenu à distance pendant ma relation avec Julien. Chaque arrivée ressemblait à un retour à la maison. C'étaient mes gens, ceux que j'avais repoussés ou négligés parce que Julien m'avait convaincu qu'ils ne comprenaient pas notre relation, qu'ils étaient des influences négatives, que je devais me concentrer sur la construction de notre vie commune au lieu de maintenir des liens individuels. Ils étaient revenus. Malgré tout, ils étaient revenus. À 20h, la salle était pleine et l'énergie était exactement celle que j'avais espérée. Chaleureuse, festive, authentiquement joyeuse. Les gens riaient, renouaient des liens et posaient des questions sur mes projets futurs. Et puis les questions ont commencé. Alors, que s'est-il vraiment passé, a demandé Élodie en me prenant à part. L'histoire que Julien raconte ne correspond pas à la femme que je vois ici. J'ai pris une inspiration et je lui ai dit la vérité sur la rupture planifiée, les témoins préarrangés, l'enregistrement, la liaison avec Audrey qui durait depuis des mois. Je lui ai montré les captures d'écran que j'avais sauvegardées, non pas affichées publiquement, mais disponibles pour quiconque demandait. Son visage est passé par plusieurs expressions alors qu'elle absorbait l'information. C'est sociopathe, a-t-elle fini par dire. Il a littéralement planifié ton humiliation publique. Il l'a fait, ai-je convenu. Mais il a aussi fait une erreur de calcul. Il s'attendait à ce que je m'effondre, et je ne l'ai pas fait. La nouvelle s'est répandue dans la fête plus vite que je ne l'avais anticipé. À 21h, des groupes de personnes avaient des conversations intenses.
Les téléphones passaient de main en main montrant des captures d'écran, et le récit changeait en temps réel. Je n'avais rien à faire de dramatique ou de vengeur. Je répondais simplement aux questions honnêtement quand on me les posait et je laissais les preuves parler d'elles-mêmes. Le tournant est venu quand la femme de Hugo, Julie, s'est approchée de moi. Elle avait été l'une des femmes à ce déjeuner du samedi, assise à la table avec les amis de Julien, regardant toute la scène se dérouler. « Manon » a-t-elle dit, la voix étranglée. « Je te dois des excuses. » J'ai attendu, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Quand Julien nous a dit ce qu'il prévoyait, Hugo a fait passer ça pour une intervention. Il a dit que Julien avait besoin de sortir d'une relation malsaine et qu'avoir des amis là-bas le soutiendrait. Je ne savais pas pour l'enregistrement. Je ne savais pas pour la liaison. Je pensais que nous aidions un ami à échapper à une mauvaise situation. Et maintenant? A-t-elle demandé, maintenant, j'ai la nausée. Elle a admis, j'ai participé à quelque chose de cruel et je ne l'ai même pas réalisé. La façon dont tu t'es comporté ce jour-là. J'y ai pensé toute la semaine. Tu étais si calme, si posé. Ce n'est pas comme ça qu'agit quelqu'un s'il est aussi instable que Julien le prétendait. Julie n'était pas la seule à avoir des révélations. Tout au long de la soirée, j'ai regardé l'histoire que Julien avait soigneusement construite commencer à s'effondrer sous le poids des preuves et de la réévaluation des témoins oculaires. Thomas, qui avait enregistré toute la rupture, était apparemment interrogé par sa petite amie sur la raison de sa participation. Lucas, un autre des amis de Julien, avait cessé de répondre aux messages de Julien. Le cercle social qui s'était rassemblé pour être témoin de mon humiliation prenait maintenant ses distances avec l'homme qui l'avait orchestré. Et puis vers 22h, Julien lui-même est arrivé. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie, debout à l'entrée de la salle de bal, scannant la foule avec une expression de fureur à peine contenue. Il portait la chemise boutonnée que je lui avais offerte pour son anniversaire, ce qui ressemblait soit à une coïncidence, soit à une provocation délibérée. La salle n'est pas devenue exactement silencieuse quand les gens l'ont remarqué, mais l'énergie a changé. Les conversations ont baissé d'un ton. Les yeux suivaient ses mouvements alors qu'il se dirigeait vers moi. Manon. Sa voix était tendue. Qu'est-ce que tu crois faire? Je me suis tourné pour lui faire face complètement, gardant une expression neutre. J'organise une fête, Julien. Tu n'es pas invité. Tu essaies de me détruire, a-t-il sifflé. Tu racontes des mensonges aux gens, tu leur montres des preuves fabriquées. Je n'ai dit à personne quoi que ce soit qui ne soit pas vrai, ai-je dit calmement. Et tout ce que j'ai montré aux gens vient de nos documents partagés. Des documents que tu as créés. Son visage est devenu pâle puis rouge. Tu as fouillé dans mes fichiers. Nos fichiers, ai-je corrigé. Les mêmes auxquels j'ai toujours eu accès. Les mêmes que tu n'as jamais pensé à sécuriser parce que tu supposais que je serais trop dévasté pour penser de manière pratique. Autour de nous, les gens avaient arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Julie regardait avec des yeux écarquillés. Élodie avait son téléphone à la main, enregistrant clairement. C'est de la folie, a dit Julien, sa voix s'élevant. Tu es folle. C'est exactement ce que j'ai dit à tout le monde. Tu es instable. Tu es vindicative. Julien, j'ai levé la main. Regarde autour de toi dans cette pièce. Regarde les visages des gens qui me connaissent, qui me connaissaient avant que je te rencontre. Est-ce que j'ai l'air instable? Est-ce que j'ai l'air vindicative? Il a regardé. Ce qu'il a vu, c'était une salle pleine de gens le regardant avec des expressions allant du dégoût à la pitié. Tu as planifié mon humiliation publique, ai-je continué, gardant ma voix stable. Tu as demandé à tes amis de filmer. Tu avais des messages prêts à être envoyés avant même que le déjeuner ne commence. Tu avais une liaison avec une certaine Audrey alors que tu étais encore fiancé avec moi. Tout cela est documenté. Tout cela est vrai. Tu ne comprends pas, a-t-il commencé, mais les mots n'avaient aucune conviction. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Tu voulais que je m'effondre pour pouvoir pointer cela du doigt comme justification pour partir. Quand je n'ai pas coopéré avec ton récit, tu as perdu le contrôle de l'histoire. Et maintenant tu es ici sans invitation, prouvant à tout le monde dans cette pièce exactement qui tu es vraiment. Le silence qui a suivi était dévastateur. Julien a regardé autour de lui les visages des gens qu'il avait essayé de manipuler. Des gens qui voyaient maintenant à travers la façade soigneusement construite. Puis il s'est retourné et est sorti. La fête a continué après le départ de Julien,
mais l'atmosphère avait changé. Il y avait un sentiment de soulagement collectif, comme si tout le monde avait été témoin de quelque chose d'important et le digérait ensemble. Les gens ont continué à venir me voir tout au long du reste de la soirée. Certains pour s'excuser d'avoir cru les histoires de Julien, d'autres pour exprimer leur admiration pour la façon dont j'avais géré la confrontation. J'ai accepté leurs mots avec grâce. Mais ce que je ressentais le plus n'était pas le triomphe ou la justification. Je ressentais la paix. Le groupe que j'avais engagé a commencé à jouer et la piste de danse s'est remplie de gens que j'aimais. Ma mère dansait avec mon oncle. Sophie apprenait à Élodie un mouvement ridicule de nos jours de fac. Des collègues de travail se mêlaient à des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. C'était à ça que ma vie pouvait ressembler à l'avenir. Pas plus petite, pas diminuée, pas arrangée autour des attentes de quelqu'un d'autre. Expansive, connectée, réelle. La fête s'est terminée vers minuit. Alors que les derniers invités partaient, Élodie m'a serré dans une longue étreinte. « Je savais que tu retrouverais ton chemin », a-t-elle dit. Je ne savais juste pas que ça se passerait comme ça. Moi non plus, ai-je admis. Mais je suis reconnaissante que ce soit le cas. Au cours des semaines suivantes, les retombées ont continué à se propager dans la vie de Julien. Son image professionnelle soigneusement entretenue a subi des dommages importants à mesure que la vérité se répandait à travers les réseaux de connaissances communes. Audrey, la femme avec qui il avait une liaison, a apparemment mis fin aux choses après avoir appris toute l'étendue de la façon dont il m'avait traité. Thomas et Lucas ont pris leur distance discrètement, et la femme de Hugo, Julie, a demandé le divorce 3 mois plus tard, citant l'incident comme un catalyseur pour réévaluer sa propre relation. Quant à Julien lui-même, j'ai entendu par diverses sources qu'il avait du mal à reconstruire son statut social. Le personnage qu'il avait construit prospère, intègre, victime d'une ex instable avait été complètement démantelé. Les gens se souvenaient de la façon dont il s'était présenté sans invitation à ma fête, comment ses accusations s'étaient effondrées sous le poids des preuves, comment la femme calme qui se tenait devant eux ne correspondait pas du tout à ses descriptions. Je n'ai pas suivi sa chute de près. Une fois la fête terminée et la vérité révélée, j'ai découvert que je n'avais que très peu d'intérêt pour la vie de Julien, mon attention s'était entièrement tournée vers mon propre avenir. L'entreprise d'organisation d'événements dont je rêvais depuis des années a finalement commencé à prendre forme. J'ai quitté mon emploi au centre de conférence et j'ai commencé à construire quelque chose à moi, quelque chose qui reflétait ma véritable vision plutôt que l'idée de quelqu'un d'autre de ce qui était pratique ou sûr. En 6 mois, j'avais mes premiers clients. En 1 an, j'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer seul. Les relations que j'avais négligées pendant mon temps avec Julien se sont lentement reconstruites. Des amitiés qui s'étaient estompées ont retrouvé une nouvelle vie. Les liens familiaux qui s'étaient distendus sont redevenus proches. J'ai appris que les gens qui m'aimaient vraiment n'avaient jamais arrêté. Ils avaient simplement attendu. Et j'ai appris autre chose, aussi. La version de moi-même que Julien avait essayé de créer, la femme petite, accommodante, contrôlable qui demandait la permission et s'excusait constamment, ce n'était jamais qui j'étais vraiment. C'était un costume que j'avais porté parce que je croyais que c'était ce que l'amour exigeait. Le véritable amour, j'ai découvert, ne m'obligeait pas à rétrécir. Le véritable amour célébrait qui j'étais réellement. Debout dans mon nouveau bureau le jour du premier anniversaire de ce déjeuner du samedi, j'ai pensé à quel point tout s'était passé différemment de ce que Julien avait prévu. Il avait eu l'intention de me briser publiquement, de documenter ma destruction, d'utiliser ma douleur pour justifier ses choix. Au lieu de cela, ce moment au restaurant était devenu le début de tout ce qui a suivi de bon. La femme qu'il a essayé d'humilier était devenue quelqu'un de plus fort que ce que nous attendions l'un et l'autre. Julien ne s'est jamais complètement remis de l'exposition de sa véritable personnalité. La société pharmaceutique pour laquelle il travaillait a discrètement restructuré son département 6 mois après la fête, et il faisait partie des licenciés. Son réseau professionnel, autrefois une source de fierté, est devenu un handicap à mesure que l'histoire de ce qu'il avait fait continuait de circuler. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé dans une autre ville, essayant de repartir à zéro quelque part où personne ne connaissait son histoire. Pendant ce temps, ses anciens amis faisaient face à leur propre jugement. La petite amie de Thomas l'a quitté après avoir appris toute l'étendue de sa participation au projet d'humiliation publique, et le mariage de Hugo s'est effondré sous le poids des questions que Julie a commencé à poser sur ce dont son mari avait été complice par ailleurs. En fermant mon bureau ce soir-là et en sortant dans l'air frais de l'automne, j'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici. Il y a 1 an,
j'étais assise dans un restaurant à regarder l'homme que je pensais aimer annoncer à une salle pleine d'inconnus qu'il ne voulait plus de moi. J'avais senti chaque œil sur moi, j'avais senti le poids de l'attente que je m'effondre, j'avais senti le monde entier attendre que je craque. Au lieu de cela, j'avais souri et je l'avais remercié pour son honnêteté. Ce moment, que Julien avait conçu comme ma destruction, était devenu la première étape vers ma liberté. Avec le recul maintenant, j'ai réalisé que je n'aurais rien changé. La fête de l'échappée belle n'avait pas du tout été une question de vengeance. Il s'agissait de reprendre ma vie en main et de ne jamais m'excuser d'être exactement qui j'étais censé être.